Jean-Jacques Bourdin. Notre invitée ce matin, Elisabeth Borne, ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors évidemment, je vais vous parler recrutement des enseignants, je vais vous parler de fermeture de classe, je vais vous parler de lecture, beaucoup de sujets, d'université aussi, à travers le cas de Fabrice Balanche. Mais je voudrais commencer sur ce que vous avez dit, ça fait du bruit, sur LCP lundi. Vous parliez d'orientation. Effectivement, c'est important pour tous les enfants et pour tous les parents, l'orientation. Alors, vous avez dit, un élève doit se préparer très jeune et réfléchir à la façon dont on se projette dans une formation et dans un métier demain, réfléchir à son orientation professionnelle presque depuis la maternelle. Ça a choqué. Depuis la maternelle? Alors, allez-y. Je voudrais rassurer vos auditeurs, on ne va pas orienter les élèves dès la maternelle. Donc, manifestement, mes propos n'étaient pas clairs. Oui. Donc, ce que j'ai voulu dire, c'est que l'orientation, c'est un sujet global et on doit veiller à ne pas prédéterminer, conditionner les choix. Et on sait qu'il y a beaucoup de biais dans l'orientation qui sont très forts et qui apparaissent très tôt. Par exemple, au niveau de l'entrée en CP, où pour les maths, et le même chez les filles et chez les garçons, et au bout d'un trimestre, les filles décrochent et l'écart se creuse tout au long de la scolarité. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on doit veiller à ce que les élèves puissent d'abord découvrir leurs capacités, qu'ils puissent prendre confiance en eux, qu'on leur donne l'envie d'apprendre et que ça permette, le moment venu, d'avoir les choix les plus éclairés et avec le moins de biais. Bien, mais leur donner l'envie d'apprendre, ça me paraît essentiel, effectivement, à l'école. Oui. Hein, c'est le but. Absolument, c'est le but, mais c'est notre responsabilité. Donc, bon, l'orientation, ça viendra plus tard. Oui, en tout cas, veillons à ne pas fermer des portes. Ça a choqué, vous comprenez que ça a choqué votre propos? Je pense que les propos étaient manifestement pas clairs. Voilà, vos propos n'étaient pas clairs, très bien. Vous avez rétabli. Je fais quand même un petit rapport avec l'étude rendue par McKinsey. On parle beaucoup de McKinsey sur l'évolution du métier de l'enseignant. Évidemment, dans le primaire, les élèves doivent être sensibilisés aux opportunités de la société numérique, ainsi qu'à ses risques. Vous êtes d'accord avec ce type? Vous savez, l'utilisation des réseaux sociaux trop jeunes a un impact qui n'est pas du tout positif sur la scolarité des élèves. Oui. Peut-être vous avez vu effectivement l'étude sur la lecture. Oui, et je pense que d'apprendre aux jeunes, d'abord, moi je souhaite que un apprentissage au numérique, qu'ils ne soient pas les alerter sur les risques du numérique, sur le fait que toutes les informations ne sont pas vraies sur les réseaux sociaux, et à prendre de la distance par rapport au numérique. Est-ce qu'un élève, je sais pas moi, un élève de 8e, de 9e, de 10e, moi je parle à l'ancienne, hein, de cours élémentaires, de CE2, peut être sensibilisé au numérique déjà? Le souhait, c'est qu'il passe le moins de temps possible sur les écrans et le plus de temps possible à lire des livres. Bon, je vais revenir sur la lecture. Parcoursup, franchement, bientôt remplacé, clairement. Parcoursup évolue et on essaie de l'améliorer d'année en année en étant conscient qu'au moment où on fait ses choix, c'est un moment de stress pour les familles, pour les jeunes. Et donc, il faut améliorer le dispositif, donner plus d'informations. Déstressons les parents, déstressons les enfants. C'est bien ce qu'on s'efforce de faire. Je pense qu'on donne de l'information sur les chances que vous avez de pouvoir accéder à une formation en fonction de la filière où vous êtes, de vos notes. Parcoursup. On a de toute façon besoin d'un outil. Des centaines de milliers de jeunes, il y a même près d'1 million de jeunes qui sont inscrits sur Parcoursup cette année et qui font beaucoup de vœux. On doit avoir 10 millions de vœux, donc il faut bien un outil pour pouvoir rapprocher tous ces vœux de toutes les formations qui existent. Absolument. Recueillir les souhaits, mais on peut remplacer Parcoursup. Je ne suis pas sûr que ce soit nécessaire en soi de remplacer Parcoursup, qu'il faille sans cesse améliorer l'outil qui permet aux jeunes de bien choisir et d'avoir le maximum de possibilités et d'avoir les choix les plus éclairés possibles, ça c'est clair. Franchement,
Parcoursup, ça vous va ou pas? Non, est-ce que ça fonctionne comme vous voulez? C'est toujours mieux que le dispositif d'avant dans lequel on était tiré au sort, vous voyez. Oui, mais c'est incomplet, quoi. C'est perfectible, certainement. C'est perfectible, certainement, et on s'y emploie. Bien, la lecture menacée. J'ai vu l'enquête Ipsos sur les adultes. Enquête Ipsos pour le Centre national du livre. Moins d'un Français sur deux lit tous les jours. Enfin, c'est assez catastrophique. Ça baisse d'ailleurs, le nombre de lecteurs. Alors, en ce qui concerne les jeunes, les 15-24 ans passent plus de 5 heures par jour sur les écrans, 2 heures quand on a de 1 à 6 ans et 3h30 de 7 à 12 ans sur les écrans. Mais c'est considérable. Et en CP, qu'est-ce que je dis en CP? Non, en CM2, un élève sur 3 éprouve des difficultés de lecture. Est-ce que vous allez renforcer l'apprentissage de la lecture à l'école élémentaire? Alors on prend de nombreuses initiatives pour encourager la lecture. Vous savez, à la fois des concours de lecture à voix haute, des rencontres avec des auteurs. Il y a la démarche Un livre pour les vacances qui avait été lancée par Jean-Michel Blanquer, donc tous les élèves de CM2 qui ont un livre pour les vacances. Et puis cette année, on va lancer une opération Cet été je lis, où on va s'efforcer de donner envie de lire à tous les jeunes. Et comment? Alors avec beaucoup de partenaires, par exemple dans les stations-service sur les autoroutes où on va proposer des livres aux jeunes. Gratuit. On veut aussi des livres gratuits seront offerts aux... Pas gratuit mais pas cher, et on veut aussi leur prêter des livres, vous savez, sur les centres de documentation des établissements, qu'on puisse prêter des livres, pour le coup gratuitement, pour tout l'été. Au-delà de ça, il y a un travail avec tous les ministères concernés pour voir quelles nouvelles initiatives on peut prendre, et ça fera l'objet d'annonces prochainement. Ah, vous allez prendre de nouvelles initiatives? Oui, je vous confirme. Avec d'autres ministères, notamment l'apprentissage de la lecture. Pour donner envie, de lire. Ça peut être quoi? Vous verrez le moment venu. Non, mais Elisabeth Borne, vous avez réfléchi. Non, mais donc on y travaille avec quelques pistes. Enfin, il y a 2 sujets. Il y a à la fois comment on s'assure que les jeunes passent moins de temps sur les écrans. Ça, c'est notamment la généralisation de la pause numérique. Vous savez qu'on a une centaine de collèges qui sont dans cette expérimentation. Et puis, par ailleurs, comment on encourage à acheter des livres, à aller vers les librairies de proximité. Donc, c'est des sujets sur lesquels on travaille, notamment avec la ministre de la Culture. Alors, depuis la rentrée 2024, effectivement, expérimentation de la pause numérique au collège, 50 000 élèves qui sont concernés. Apparemment, ça a l'air de bien fonctionner. Les élèves déposent leur portable en arrivant et ne l'utilisent pas en pause ou en récréation. C'est bien cela, Elisabeth Borne? C'est bien cela. Donc on range son portable en arrivant au collège, et donc on le récupère en quittant le collège. Il avait été promis de généraliser cette opération en janvier dernier. Est-ce qu'elle va être généralisée? Moi, je souhaite qu'elle soit généralisée. Et on est à la rentrée prochaine. On est en train d'en discuter avec les conseils départementaux, puisque ce sont les conseils départementaux qui financent les casiers ou les sacs dans lesquels on peut ranger son portable pour la journée. Mais donc, je suis confiante sur le fait qu'on puisse généraliser cette expérimentation à la rentrée prochaine. Ce sera généralisé. Les élèves devront laisser leur portable à l'entrée, dans des casiers, dans des sacs. On va laisser chaque conseil départemental choisir la bonne réponse, mais en tout cas l'objectif c'est bien de généraliser à la rentrée prochaine. Bien, généraliser à la rentrée prochaine, c'est très important, parce que ça suscite débat auprès des parents, évidemment, et des enseignants, et puis les départements qui disent mais ça coûte cher, donc vous allez aider les départements. Il y a beaucoup d'adhésions des parents, des professeurs. Je sais. Et donc, et par ailleurs, on voit que dans les collèges où on a fait cette expérimentation, le climat scolaire est plus apaisé. Donc, je pense que ça vaut la peine de généraliser. Bien. Les groupes de besoins au collège, en 6e et 5e, seront créés. Ils sont maintenus même, oui. Le décret a été publié dimanche dernier. Signé, voilà. Absolument. Signé en français et en mathématiques, et en 4e et 3e bientôt. En 4e et en 3e, on démarre à la prochaine rentrée 1 heure de soutien, approfondissement en maths ou en français par semaine. Et donc, du coup, on poursuit l'accompagnement des élèves en 4e et en 3e.
Bien, parlons des profs. On a parlé des élèves, des parents, mais parlons des profs. Avec une crise des vocations. On est bien d'accord, c'est difficile de trouver des enseignants. Rentrée dernière, dans 56% des collèges et lycéens, c'est un chiffre syndical. Il manquait au moins un prof. C'est un chiffre syndical, hein. Vous le confirmez? Oui, a priori, on était à 99,5% de professeurs de postes qui étaient pourvus à la rentrée, mais on sait que tout au long de l'année, il peut y avoir des arrêts maladie, il peut y avoir des problèmes, et donc effectivement, la situation n'est pas satisfaisante. Ça renvoie à un problème d'attractivité du métier, et c'est pour ça que moi j'ai annoncé qu'on allait revoir les modalités de recrutement et de formation initiale des professeurs. Quand on est passé à un recrutement au niveau du Master 2, on a eu 45% de candidats de moins pour les postes de professeurs des écoles. Donc c'est important de revoir ce mode de recrutement. On va mettre en place, à partir de la rentrée 2026, des formations, des licences pluridisciplinaires dans lesquelles les étudiants pourront avoir des cours de français, de maths, d'histoire géo, de SVT, donc toutes les matières qu'ils auront à enseigner dans le premier degré. Et on recrutera à la fin de la licence. Ensuite, il y aura 2 années de master professionnalisant dans lequel on pourra continuer à approfondir les compétences disciplinaires et en même temps, on apprendra le métier de professeur. C'est important de savoir gérer une classe, de savoir prendre en charge des élèves, notamment en situation de handicap. Et vous savez que 4 professeurs sur 5 nous disent qu'ils ne sont pas suffisamment préparés à ces gestes métiers qui sont fondamentaux. Bon, ça veut dire quoi? Et je précise qu'ils seront rémunérés, les étudiants, 1 400 € net la première année du master, 1 800. Bac plus 3, c'est-à-dire qu'au bout de Bac plus 3, on pourra enseigner. Non, si on n'enseignera pas, on obtiendra, quand on est recruté, on aura une année de professionnalisation, quoi. On a deux années de professionnalisation avec un tiers de stage la première année du master et 50% la deuxième année. Et donc, on se prépare progressivement à rentrer dans ce métier. Est-ce qu'on ne va pas baisser le niveau des enseignants? Non, précisément non. Vous voyez, on est en train de définir une filière, un parcours qui est beaucoup plus clair qu'aujourd'hui pour devenir professeur. Moi, ce que je constate, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui, après la terminale, ont envie de s'orienter vers ce très beau métier. Ce métier, oui. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de parcours clair pour devenir professeur des écoles. Ce métier encore mal payé, vous en convenez? Ce métier pour lequel on a revalorisé les débuts de carrière et les fins de carrière, mais sur lequel il y a tout un milieu de carrière où on n'est pas augmenté pendant très longtemps, et donc on a aussi engagé des discussions. On a engagé des discussions avec les organisations syndicales. Moi, je souhaite qu'on débouche d'ici l'été sur la façon dont on a un parcours de carrière plus attractif sur ce milieu de carrière. Donc une revalorisation plus rapide. Absolument, qu'on puisse avoir des promotions plus rapides sur ce milieu de carrière. Bien. La commission d'enquête en cours sur les violences commises dans les établissements privés sous contrat avec l'État. Vous avez vu le travail. L'enseignement privé, est-ce que les contrôles sont suffisants? Est-ce qu'il va y avoir un travail gouvernemental sur la question? Alors, j'ai annoncé un plan Brisons le silence, agissons ensemble, qui vise à systématiser les remontées d'informations sur les faits de violence dans les établissements, qui vise aussi à mieux recueillir la parole des élèves et à augmenter les contrôles. On passe de 80 inspecteurs qui étaient dédiés à cette tâche à 200 en 2 ans, et on veut contrôler 40% des établissements privés sous contrat, donc dans les 2 ans qui viennent. Je pense que c'est important, effectivement, qu'on ait ces contrôles et qu'on puisse surtout s'assurer que les faits qui sont révélés, et on a beaucoup de témoignages d'anciens élèves qui sont dramatiques, dans lesquels on voit qu'on a des personnes dont la vie a pu être brisée, que ces faits ne puissent pas se reproduire. Oui, ce sont, je le rappelle, des établissements privés sous contrat avec l'État. Hein, je voudrais quand même le rappeler. Du coup, on doit les contrôler, donc ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Elisabeth Borne, et peut-être vous dire que moi, je viens de recevoir le rapport qui a été fait sur l'institution Betaram. Et alors ? Je suis en train d'en prendre connaissance et je communiquerai très prochainement sur le contenu et les suites données à ce rapport. C'est-à-dire, Betaram pourrait être fermé ? Non,
a priori, c'est pas ce que qu'indique le rapport. Mais en tout cas, il y a un certain nombre de recommandations. Je le rendrai public en toute transparence. Oui, il va y avoir des sanctions. Il y a des recommandations, il y a des enquêtes administratives. Ça veut dire sanctions parfois. Hein. Je connais votre langage. Si elles ne sont pas suivies, évidemment, il y aura des réactions. Mais à ce stade, donc, je rendrai ça public très prochainement. Bon, le cas Fabrice Balanche, il était avec nous ce matin à 7h10. Je rappelle qui est Fabrice Balanche. Il est agrégé de géographie, professeur à l'université Paris-Lyon 2. Il enseignait le 1er avril. Et quand tout à coup, on fait irruption dans sa classe, une quinzaine de militants pro-palestiniens, islamo-gauchistes apparemment, qui sont venus perturber son cours et il est parti. Il est parti parce qu'il ne pouvait plus donner cours. Est-ce que vous allez vous porter partie civile ? Donc je vous confirme, c'est inacceptable ce qui s'est passé le 1er avril avec effectivement des individus cagoulés, masqués, qui sont rentrés, qui ont obligé le professeur à quitter son amphi. L'université, c'est un lieu où on doit avoir la liberté d'enseigner. Avec Philippe Baptiste, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, on y est très attaché. L'université a accordé la protection fonctionnelle à Fabrice Balanche. Elle a aussi fait un signalement au procureur. Et moi, je souhaite que le ministère puisse se constituer partie civile, je vous le confirme. Vous allez vous constituer partie civile ? Oui, absolument. Absolument. Dans le cas Fabrice Balanche, que vous soutenez sans réserve. C'est une façon d'exprimer que la liberté d'enseigner doit être garantie et qu'on ne peut pas menacer un professeur comme ça s'est produit lors de cette séance le 1er avril à l'université de Lyon. Bien, Elisabeth Borne, vous l'avez dit, je vais employer vos mots. Je n'ai aucune leçon à recevoir de personne sur les sujets liés à la laïcité. Vous pensiez à qui en prononçant cette phrase, Elisabeth Borne ? Je pense qu'on ne va pas entretenir la polémique. Non, mais certains pensaient que je pouvais faire preuve de naïveté, donc je dis non, je ne suis pas naïf sur ces sujets. Je dois être une des premières à avoir soutenu la Fédération française de foot, qui avait un règlement intérieur qui interdisait le port du hijab dans les compétitions. Donc il y a une proposition de loi qui a été adoptée au Sénat et qui pourra être prochainement examinée à l'Assemblée nationale pour généraliser cette interdiction à toutes les fédérations, interdiction du port de signes religieux. Cette proposition de loi ? Je vous confirme. Vous la soutenez clairement ? Oui, sans ambiguïté. Donc sans ambiguïté. Non, voilà. Mais pourquoi y a-t-il eu cette polémique ? Je ne sais pas, ça n'est pas de mon fait. Oui, ça n'est pas de votre fait, c'est du fait de quelqu'un d'autre. Quoi. Voilà. Du Premier ministre ? Non, je pense pas du tout. De qui alors ? Mais honnêtement, c'est pas De Bruno Retailleau ? C'est pas très intéressant. Je pense que ce qui est important, c'est que tout le gouvernement soutient cette proposition de loi, qui sera examinée prochainement à l'Assemblée nationale après avoir été adoptée au Sénat. Est-ce qu'il y a de l'entrisme islamique dans des lycées musulmans ? De l'entrisme islamique, on est très vigilant, notamment dans les établissements hors contrat, pour qu'il n'y ait pas, comme on a pu le voir dans un certain nombre d'établissements, des livres qui ne sont pas conformes aux valeurs de la République. Et donc, dans ce cas-là, on peut décider de la fermeture de l'établissement. C'est ce qu'on a fait dans un certain nombre de cas. C'est ce que vous avez fait ? C'est ce que vous allez faire dans d'autres établissements ? De façon générale, on s'assure que les valeurs de la République sont respectées, y compris dans les établissements hors contrat. Bien. Et pour les mères accompagnatrices de sortie scolaire, Bruno Retailleau est favorable à l'interdiction du port du voile. Vous aussi ? Non, je pense qu'il faut... C'est votre différence. Hein ? Non, mais je pense qu'il faut revenir sur ce qui est... Il y a des différences au sein d'un même gouvernement, mais c'est votre différence. Donc, moi, je dis qu'il faut revenir à ce qu'est la laïcité dans notre pays. C'est la liberté de croire ou de ne pas croire, et c'est la neutralité de l'État et de ses agents qui ne doivent pas porter des signes religieux de façon ostensible, quels qu'ils soient. Et en l'occurrence, les accompagnatrices ne sont pas des agents du service public. Alors, je parlais de sport, nous parlions de sport. Le sport à l'école, c'est très important, très important. 6e, rentrée 2025, des tests d'aptitude physique seront passés par les élèves de 6e, c'est ça ? Donc là aussi, il y a une expérimentation qui a été lancée à la dernière rentrée.
Et c'est important de pouvoir mesurer l'état physique, l'état de santé donc, des 2025, élèves. c'est généralisé à la prochaine rentrée. Alors, si des collèges ou des professeurs ne veulent pas le faire, ça ne sera Oui. pas obligatoire. Oui. Mais on souhaite que ce soit généralisé, parce que vous savez, ça renvoie aussi au Oui. sujet des écrans dont on parlait. On voit que les élèves sont trop sédentaires, que leur capacité musculaire, Oui. que leur forme physique en général peut ne pas être bonne. Et dans ce cas-là, c'est important de le détecter et de pouvoir leur Et on fait quoi conseiller. après D'abord, c'est pour le professeur d'EPS de pouvoir savoir quelle est la situation, la santé, la forme physique de ses élèves. Et c'est aussi, avec tous les partenaires du monde sportif, de pouvoir les orienter, leur conseiller des pratiques sportives adaptées. Oui, parce qu'on propose soi-disant 30 minutes de sport quotidiennement à l'école. Oui, enfin, c'est un établissement sur 2 qui respecte Donc on cette va volonté ministérielle, également former nos professeurs pour que ça soit 100% des établissements qui le mettent en œuvre. C'est une question de formation des professeurs uniquement. Je pense qu'il faut les outiller pour qu'ils puissent effectivement répondre à ce souhait, à cette volonté de développer 30 minutes d'activité physique. C'est important parce qu'on voit que, en effet, les élèves, les enfants sont trop sédentaires, ne font pas assez d'activité physique. Elisabeth Borne, vous avez été première ministre. Elisabeth Borne, la France ne tiendra pas ses objectifs de réduction de déficit. C'est François Bayrou qui dit cela. Pourquoi la guerre commerciale à bon dos ou... Alors la France, naturellement, fait le maximum, et je peux vous assurer qu'on en discute autour du Premier ministre, j'imagine, pour tenir l'objectif de déficit qui a été fixé. Ensuite, avec les décisions qui ont été prises par Donald Trump, évidemment, ça peut avoir des conséquences très fortes sur l'économie mondiale. C'est pour ça que l'Europe a une réponse qu'elle met en œuvre à partir d'aujourd'hui et progressivement, et se prépare à un nouveau train de réponse. L'objectif, c'est plutôt de sortir de cette guerre commerciale qui est néfaste pour tout le monde. Mais en effet, on peut avoir un risque de décrochage de l'activité économique, de ralentissement, et donc on devra en tenir compte, oui. Il y a une petite rumeur qui court. Au-delà de 2027, quel rôle souhaitez-vous pour Emmanuel Macron ? Je vous dis ça parce qu'il y a la petite rumeur qui dit il pourrait se représenter en 2032. Ce qui est vrai d'ailleurs, il pourrait. Oui, factuellement, il pourrait, et c'est pas moi qui vais savoir ce que le président de la République doit faire entre 2032. Vous le souhaiteriez ? Franchement, je pense que c'est pas le moment de se poser ce genre de questions. Bon, d'accord. Merci Elisabeth Borne d'être venue nous voir ce matin sur l'antenne de Sud Radio. Il est 8h56 après les infos de 9h. Patrick Roger sera là.